Donc, quand Ghislain m'a demandé de l'aider à construire le portrait de Lucien Fontaine, j'ai d'abord été très étonné et je me suis posé la question comment j'allais me débrouiller. Car Lucien est un homme très discret, il laisse voir des choses de lui qui sont passionnantes, mais comment allais-je m'y prendre? Après un briefing entre nous, on vous propose maintenant de le découvrir. Découvrir quelqu'un venu d'ailleurs, quelqu'un qui n'était pas forcément promis à un tel destin et qui pourtant a une grande cohérence parce que tout simplement il s'est laissé aller aux occasions qui se sont présentées à lui et je pense que ce qui fait sa cohérence, c'est que c'est quelqu'un qui a appris la solidarité et qui s'est dit il n'y a pas seulement à l'apprendre mais à la mettre en œuvre et vous allez voir comment. Alors bonjour, donc Lucien Fontaine, à 52 ans, 2 enfants, une fille de 19 ans et un garçon de 16 ans. Je vis en concubinage depuis 25 ans. Ma compagne est assistante sociale dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et oui, voilà. Et moi je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans, exactement à Crécy-en-Ponthieu. J'ai été rapatrié en 75 de l'archipel des Comores, parce qu'il y a eu l'indépendance en 75, et donc j'ai été rapatrié. Donc je suis, au lieu d'arriver à Marseille comme tous les Comoriens, je suis arrivé à Crécy-en-Ponthieu. Donc j'ai grandi, après j'ai grandi dans le Santerre, entre Ham et Péronne, collège de Ham, lycée Pierre Mendès France à Péronne. Et puis je suis arrivé à Amiens à l'âge de 26 ans, 27 ans, par hasard. À la base, j'ai des études de cuisinier. J'ai un CAP cuisine à la base. Et quand je suis arrivé à Amiens, j'ai découvert un nouveau type de métier. Je suis devenu animateur. À l'époque, on appelait ça les TUC. Vous savez, les fameux TUC, les fameux... voilà, donc les TUC qui permettaient qu'on puisse s'insérer, paraît-il. C'était ce qu'on appelle les emplois aidés. C'est ça. Donc j'ai commencé par un emploi aidé dans une association qui s'appelait Cinéma Culture du Maghreb, à Amiens Sud-Est, qui maintenant s'appelle la CIP. Et puis, c'est là que j'ai découvert un autre métier que la cuisine. C'est là que j'ai découvert ce que j'appelle maintenant, parce qu'on s'aperçoit pas ça tout de suite, l'éducation populaire. Et puis après, on a créé sur le même quartier, à Sud-Est, à Filès-le-Bègue, avec Pierre Ferrand, Raphaël Ramirez, Duy Nguyen, une association qui a maintenant 25 ans, qui est devenue un centre social qui s'appelle CAPS, Culture, Animation, Prévention et Sport. Donc, ma première découverte politique et mon premier engagement politique, c'est le monde associatif. C'est le monde associatif qui m'a structuré dans le combat sur les inégalités. C'est ce monde-là qui m'a ouvert à l'intérêt général, à l'intérêt des autres. La politique, c'est arrivé après. La politique, ça arrive en 2002. Jeune papa, une fille qui vient de naître. Un Front National au deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen face à Jospin, un traumatisme en tant que jeune papa, et puis en tant que personne du mouvement associatif, je me suis dit mais non, mais là stop, il faut que le combat il aille plus loin pour moi. Et donc je me suis engagé en 2002 à la demande de Henri Emmanuelli. Et grâce à Philippe Casier, au Parti Socialiste. Dans ce Parti Socialiste dans lequel j'étais, c'était ce qu'on appelait le courant de la gauche, avec Benoît Hamon, Henri Emmanuelli. Et puis est arrivé très vite, sans que je le veuille, parce que je ne suis pas un carriériste politique. J'étais pas programmé pour ça à la base, hein, voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai découvert la politique dans le tard. Mais la première politique que j'ai découvert, c'est le monde associatif. C'est vraiment ça qui m'a structuré politiquement, qui m'a redonné aussi d'autres réflexes et qui m'a aussi donné la vision du combat pour améliorer le quotidien des gens.
parce que le véritable combat pour moi dans la politique, c'est transformer la société pour que les gens puissent acquérir des acquis et qu'on puisse améliorer la vie quotidienne. Voilà. Donc en 2008, j'étais à la demande de Gilles de Mailly, j'étais sur la liste de la gauche réunie. On appelait peut-être ça encore à l'époque la gauche plurielle, je pense, je sais pas. Et puis on a gagné face à Gilles de Rebien, et puis j'ai été adjoint au maire chargé de la jeunesse, de l'éducation populaire et du périscolaire. Et j'avais aussi en charge de créer 2 autres centres sociaux pour structurer dans les quartiers d'Amiens. Donc à l'époque, en 2008, on m'a aussi confié la création de 2 centres sociaux supplémentaires, parce qu'il n'y avait plus que 2 centres sociaux sur Amiens, CAPS, qui était centre social, à Filès-le-Bègue, et le CC Touvi. Donc 2 centres sociaux. Donc Gilles de Mailly m'avait confié la mission de structurer en créant 2 autres centres sociaux. Ce que j'ai réussi avec un à Elbeuf-les-Scouvets avec les Francas, et puis un autre dans lequel on a obtenu le label pour eux, qui est l'ALCO. L'ALCO n'était pas centre social. L'ALCO est devenu centre social en 2013 par le travail qu'on avait fait, voilà. Et puis j'avais donc la mission de la jeunesse, mais la jeunesse dans tous les quartiers et dans toute la ville d'Amiens. Donc voilà, c'était une expérience très enrichissante, très compliquée, parce que c'est compliqué de mettre en place des choses. C'est compliqué de porter une parole politique malgré un projet, parce qu'il faut s'entendre avec tout le monde, dans une majorité. Mais c'est aussi, encore une fois, une expérience enrichissante, parce que c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'on peut faire des choses, qu'on peut transformer des choses. Moi, j'étais très fier, au niveau de la jeunesse, de tous les dispositifs que nous avons portés dans tous les quartiers d'Amiens. Très fier d'avoir porté une certaine égalité avec la création de 5 points d'information jeunesse qui n'existaient pas. Très fier aussi, à l'époque, on avait créé des dispositifs qui permettaient aux jeunes de faire de la musique, ça s'appelait Quai des Jeunes. On avait réussi surtout à ouvrir la maison de la culture vers la jeunesse, ce qui n'était pas une mince affaire. Et puis après, ça m'a permis aussi de voir aussi que à l'intérieur de l'appareil politique, le plus compliqué, c'est pas le combat face aux ennemis. Quand je dis ennemis, c'est pas une forme guerrière. Aux concurrents politiques, face à la droite, on va dire que moi j'ai eu plus de travail à faire face à la gauche, à l'interne. Voilà, ça c'est logique et illogique. On a l'impression que tout ça devrait bien se passer, mais non. On oublie juste une chose, quand on fait de la politique, on est des hommes et des femmes, avec tous nos côtés positifs, tous nos côtés négatifs. Et ça, je remercie aussi celui qui m'a bien accompagné là-dessus, c'était Gilles de Mailly, vraiment. Voilà, c'était un homme auquel on a reproché, soi-disant, qu'il disait pas bonjour, mais bon, c'était un homme très très efficace, parce que il faisait tourner la boutique. C'était pas un monsieur show TV, c'était pas un monsieur bling bling, mais il avait une véritable vision, et il avait été très clair. Quand on avait gagné, même avant de gagner, moi je me souviens qu'il nous avait dit: je ne ferai qu'un mandat, parce que je ne suis pas un carriériste politique, et parce que à la fin du mandat, j'aurai tel âge, et que j'aimerais bien aspirer à m'occuper de mes petits-enfants. Ce qui était déjà un extraterrestre pour la politique, à l'époque. Parce qu'un politique qui dit qu'il ne fera qu'un mandat, ça n'existe pas, je n'en connais pas beaucoup. Donc cette expérience-là m'a amené beaucoup de choses, m'a amené un changement professionnel aussi, parce qu'à l'époque j'étais éducateur spécialisé pour le conseil départemental. Je suis d'ailleurs rédacteur au conseil départemental, j'ai mon concours, et c'était compliqué d'être élu, de travailler au conseil départemental dans la même ville. C'était pas encore menable. Si, mais c'était compliqué, même si j'étais titulaire, d'être adjoint au maire dans une ville de 140 000 habitants. Quand on est adjoint au maire, on a beaucoup de boulot, vraiment. Et puis de travailler au conseil départemental en même temps, dans la même ville. Donc à l'époque, j'ai choisi plutôt l'option d'aller faire une formation. Et donc j'ai fait une formation à Sciences Po Paris, un master en affaires publiques.
Et avec ce master en affaires publiques, après j'ai fait un détachement du conseil départemental pour travailler à la centrale d'achat qui s'appelle l'UGAP, l'Union des groupements d'achat publics, ce qui me permettait d'avoir du recul un petit peu sur mon métier d'élu, parce que être élu et pas travailler à côté, ça me semble un petit peu... c'est pas que ça me semble, c'est qu'on n'est plus dans la réalité de la vie. Je suis d'accord. Alors, être délégué syndical et être totalement déchargé, c'est la même chose. Voilà. Parce qu'à un moment, quand on va vers les gens, vers leur quotidien, il faut aussi comprendre leur quotidien. C'est pas, je dis pas qu'il faut se brûler pour comprendre, pour être brûlé. Je dis juste que la vie quotidienne des gens, il faut pas en être éloigné. Parce que si on est éloigné de la vie quotidienne des gens, on a un problème de vision à un moment et on a un problème aussi de compréhension. Et voilà. Et puis moi, ce que j'adorais aussi dans ce rôle d'élu, c'est que les gens pouvaient t'engueuler. Moi, c'est ce que voilà. On va dire que je suis un petit peu sadomaso. Non, pas du tout. Mais le fait d'avoir une relation et un dialogue négatif comme positif avec les gens, c'est aussi le rôle de l'élu. Un élu, il n'est pas juste là pour aller couper des choses et pour aller inaugurer. Ça fait partie de son rôle. Mais il est surtout là pour être à l'écoute, dont les permanences d'élus que je faisais beaucoup, où je croisais les gens. Et puis après, il y a aussi cette fonction aussi d'élu, qui, à mon avis, il faudra un véritable statut. Parce que si tu n'es pas dans le public et que tu bosses dans le privé, c'est un peu compliqué de garder ton boulot et puis d'être élu. Voilà, ça, c'est quand même une question du XXIe siècle à se poser. Après, faut arrêter le fantasme. Hein. Quand tu es élu à la mairie d'Amiens, tu ne gagnes pas 5 000 € par mois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À l'époque, je me souviens, moi, c'était 1 900 € net. Mais je travaillais du lundi au dimanche. Hein. Voilà. Bien sûr, on ne fait pas ça pour l'argent. Mais clairement, pour que les gens fassent bien leur travail d'élu, et pour éviter qu'ils aillent sur des cumuls de mandats, bon ça va, la gauche l'a arrêté ce fameux cumul, c'est pour ça qu'à l'époque il y avait beaucoup de cumuls, il faudrait mettre un véritable statut. C'est-à-dire pendant cette période, tu es élu, bah, tu te consacres à ton boulot d'élu, ton boulot il est préservé. Quand tu ressors de cette expérience, voilà, il faut un véritable statut. Parce que ça éviterait justement, peut-être qu'il y en a qui aient tendance à vouloir se présenter un peu partout, il y en a qui... Voilà. Parce que c'est compliqué quand on vient du privé d'avoir un détachement. Après, ce que je dirais aussi, c'est que cette expérience, comme l'expérience associative, m'a toujours ouvert vers les autres encore plus. Ça ne m'a pas empêché, après, quand le mandat s'est arrêté, de continuer l'expérience associative. Je suis devenu président de l'UNICEF Picardie. Tu avais déjà des rapports avec l'UNICEF ou... Non, on est venu me chercher. D'accord. On est venu me chercher à Monsieur Francis Tellier. Voilà. Et puis, parce que pour moi, dans ma vie quotidienne de tous les jours, il me faut toujours un pied dans le monde associatif. C'est ce qui permet cette réalité. Après, ce que je dirais aussi, c'est que le Covid a fait que, moins de déplacements, donc beaucoup plus sur Amiens. Mon nouveau métier me fait travailler dans toute la France. Hein. Je m'occupe d'accessibilité pour les gens sourds et malentendants au niveau national, pour mettre en place enfin cette fameuse loi de 2005 pour ce monde qui est sourd et malentendant. Voilà, et donc ça me fait déplacer dans toute la France, Nantes, Lille, Lyon, Paris, parce que mon travail à moi c'est les relations publiques. C'est amener cette idée que on peut démocratiser cette accessibilité. Donc ça me fait rencontrer les maires de Lyon, les maires de Nantes, les maires de Lille, les maires de Marseille, les présidents de département. Je m'occupe aussi des ministères. Là, on vient de rendre accessible Matignon. Je travaille avec le FIPHP. Non. Je travaille pour Axéo Tadeo, qui est une PME qui se trouve dans le 94. Tu travailles pas en partenariat avec le fonds... Non. Et l'AGFIP, on travaille avec eux pour tout ce qui est la mise en relation d'un autre outil qui s'appelle Tadeo. D'accord. Voilà. Mais donc, je suis toujours en train de bouger. Le Covid a fait que j'ai arrêté de bouger. Je suis resté comme tout le monde chez moi à Amiens, en télétravail.
J'ai la chance d'avoir un outil qui s'appelle l'UNICEF. On nous a demandé, l'État français nous a demandé pendant le Covid que l'UNICEF puisse intervenir sur le territoire français. Alors, je m'entends bien, on intervient sur le territoire français, mais pour collecter des fonds pour les pays du tiers-monde. Là, on nous a demandé de mettre en place des actions sur le territoire français pour les Français. Enfin, les gens qui vivent en France. Les Français, je suis français, donc pour la France. Et j'ai été approché par Assiane Ouaour, qui est maintenant élu dans le conseil municipal, dans l'opposition, qui m'a dit, écoute Lucien, je cherche une association parce que je voudrais monter une action pour les parents d'élèves, parce que dans les quartiers populaires, le fait qu'il n'y ait plus d'école, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès au matériel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et j'aimerais créer des kits pédagogiques, mais je cherche une association. Je lui dis, ça tombe bien, je suis président de l'UNICEF. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui. Et donc, on a commencé en créant des kits pédagogiques pour tous les quartiers populaires. Et puis un jour, coup de fil d'un agriculteur qui se trouve à Pissy, dans la métropole, qui me dit, voilà, monsieur Fontaine, j'ai 10 tonnes de pommes de terre bio. Je vais être obligé de les jeter. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc je me suis dit, 10 tonnes de pommes de terre, mais c'est quoi ça? 10 tonnes de pommes de terre, c'est pas possible ça quand même. Et donc j'ai été voir, et là j'ai vu, et je me suis dit, écoutez, on va continuer les kits, et on va créer autre chose, on va créer ce qu'on appelle les marchés solidaires. Et les marchés solidaires, pourquoi on a appelé ça les marchés solidaires? Parce que nous considérons qu'il est beaucoup plus honnête et beaucoup mieux pour les gens de les inviter à venir au marché que de les inviter à une distribution par rapport à leur dignité. Ah oui, d'accord. Et on s'est appuyé sur quoi? La chance d'avoir été élu, c'est qu'après on a du réseau. Je me suis appuyé sur tous les réseaux des associations de quartier pour dire, voilà, nous, on va glaner, on a des pommes de terre, mais on va aussi glaner avec la banque alimentaire, grâce à Gilles Lhermitte, des choses. Vous allez nous dire à chaque fois combien, et nous, on vient avec le nombre en face, parce qu'on est dans l'anti-gaspi, mais par contre, nous, on vient chez vous, sur le lieu, et on organise un marché avec vous, et vous invitez les gens au marché. Et pourquoi on passe par les associations? Parce que les associations connaissent déjà le public, savent déjà qui est dans la précarité, qui ne l'est pas. Donc l'acteur de terrain, il a déjà cette expérience, c'est l'expert. Donc moi je me suis appuyé sur les experts, nous on glane, là maintenant on a de plus en plus de producteurs locaux qui nous donnent des choses, donc on glane et on vient, mais on invite les gens au marché. Oui, c'est eux qui vont. Voilà, et ils viennent au marché, ils viennent pas à une distribution avec une queue d'attente, et ils ne doivent pas nous montrer leur titre de pauvreté. Parce que en plus maintenant quand tu es pauvre, que tu vas dans une association pour chercher des choses, tu es quand même obligé de montrer ton titre de pauvreté. Moi j'appelle ça un titre de pauvreté. Je suis désolé, mais j'adore tout ce que font les collègues, Resto du Cœur, Secours Pop et tout. Hein. Là tout à l'heure j'ai rendez-vous avec le président du Secours Pop. Mais moi j'ai voulu appeler ça marché, parce que je considère que pour la personne, aller au marché c'est comme tout le monde. Et puis elle n'est pas stigmatisée. Voilà, c'est cette stigmatisation. Donc ce combat-là, ça fait 1 an qu'on le mène, sur la précarité alimentaire dans tous les quartiers d'Amiens. On a même réussi à travailler un petit peu avec la commune de Flix-Secours et la commune de l'Étoile. L'objectif, c'est pas de créer une structure supplémentaire, L'objectif, c'est d'être présent et d'être dans la solidarité. Parce que le marché, c'est pas juste donner de l'alimentation, c'est aussi reprendre contact. Rediscuter, dialoguer, encore une fois, parce que cette époque de Covid a quand même mis en place que les gens sont restés entre eux, et qu'au niveau des angoisses, ça s'est multiplié. Et ça nous a amené aussi, à un moment, on a été interpellé par les étudiants, et on a aussi collaboré avec les étudiants. Là, on est dans une autre collaboration avec des restaurateurs amiénois qui, le premier, le Haddock Café, est venu nous voir en disant, voilà, nous, on voudrait faire quelque chose, on est prêt à ouvrir notre cuisine et tout, comment on peut faire? Donc, moi, je suis arrivé avec le marché solidaire et on a structuré pour que les gens dans les cuisines deviennent des bénévoles, étant donné qu'ils touchent le chômage partiel. Pour qu'ils deviennent des bénévoles, pour que cette opération rentre dans le monde associatif.
Des restaurateurs de Saint-Leu qui, eux, s'adressent aux clients. Là, maintenant, s'adressent à des étudiants. Et on s'adresse aussi à des gens du monde associatif. Voilà, donc cette particularité, cette expérience d'ancien élu, cette expérience surtout associative, me permet maintenant de créer des réseaux comme ça, ou d'utiliser des réseaux que je connais pour des opérations de solidarité. Donc, encore une fois, j'ai encore acquis quelque chose dans cette expérience. Si il y a 25 ans, quand j'étais arrivé à Amiens, en tant que cuisinier, on m'avait dit, écoute, un jour, tu seras élu, un jour, tu vas travailler dans des associations, tu vas mettre en place, tu seras président de l'UNICEF. Il y a 25 ans, j'aurais regardé la personne et puis je leur ai dit, bon, écoute, t'es malade, toi, je crois que t'as bu, faut que t'arrêtes la drogue, hein, cousin. Donc, mais vraiment, c'est l'associatif qui m'a amené à tous ces différents parcours et qui me permet toujours d'avoir un regard sur la vie quotidienne et puis de me dire mais faut pas oublier d'où on vient et puis qu'on ne pourra s'en sortir que ensemble avec un collectif. Bon, est-ce que je peux te poser une question plus intime? Voilà, tu viens des Comores, tu m'as dit. Bon, je savais que tu venais de parler, mais les Comores, c'était habité par des esclaves à une époque. Qu'est-ce que tu penses du débat actuel sur la thématique de reconnaître l'esclavagisme français de la France? Je pense que le débat actuel, le séparatisme non, mais le débat actuel de reconnaître l'histoire de tous et de chacun, c'est important. Parce que je suis désolé, hein, moi je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans, quand je suis arrivé à Chrétien-en-Ponthieu, c'était d'abord Noirchon. C'était pas bienvenue toi en tant que Français, parce que j'étais Français. Je suis né sur un territoire français. Et donc cette différence qui est visuelle ne peut que se traduire que si chacun connaît son histoire. Nos ancêtres, les Gaulois, je l'ai appris comme tout le monde à l'école. Mais dans les bouquins d'histoire, je me reconnaissais pas. Voilà. Donc cette histoire, elle est importante. Oui. Ah, tout à fait, non, parce que j'en parle parce que le débat actuel, et puis parce que je crois que je t'ai vu au rassemblement Palais de Justice où il y avait Black Lives Matter. Voilà. Ouais, Black Lives Matter. Oui, j'étais. Et puis après, je suis désolé, j'en ai marre de ce débat de racisé ou pas de racisé. Moi, je suis pas racisé. Ça commence à me fatiguer, ça. Voilà, je veux dire. Voilà, c'est comme les islamo-gauchistes. Moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Ça correspond à rien, quoi. Je voulais pas te lancer là-dessus, mais par rapport à ça, parce que bon... le message, c'est qu'il faut toujours continuer à se battre pour la solidarité, il faut toujours continuer à se battre pour le collectif, c'est parce que c'est avec tout le monde qu'on arrivera à trouver des solutions ensemble, c'est avec tout le monde qu'on arrivera à transformer les choses, c'est pas seul dans son coin, et puis faut pas hésiter à aller à la rencontre du monde associatif, parce que c'est un monde qui est structuré. Et puis ce monde-là, ça permet aussi à beaucoup de gens d'aller, de s'apercevoir qu'il se passe aussi autre chose. Je suis contre ces conneries hein, de donner 1 heure, soi-disant de son temps et tout. Quand on est bénévole, on se pose pas la question de donner 1 heure. Et parce que le bénévolat, c'est une envie. C'est pas juste j'ai envie de juste faire quelque chose pour avoir bonne conscience. Il n'y a pas de souci, voilà. Et puis dire aussi que moi je vais continuer le combat qui est d'aller vers les autres, d'aider les autres et de participer à tout ce qui pourra être collectif pour améliorer les choses. Donc voilà un parcours étonnant que vous avez pu découvrir. C'est un élément qui continue par rapport au travail qu'a entrepris Guilain de faire découvrir ces gens qui font le quotidien mais aussi qui innovent et qui sont auprès des gens. J'espère que le prochain numéro, qui ne devrait pas tarder, sera aussi passionnant.